Je pense, je suis avec le gars aussi de temps en temps. Merci, Julie. Merci à vous autres. Alors, j'irai à Linda Little. Bonjour tout le monde. Moi, je suis membre d'Action Autonomie. En fait, je suis dans le CA, puis je fais partie d'autres ressources aussi. Bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup, Jacques. Alors, moi, je suis responsable aux communications Écoute-Entraide. Heureusement que notre groupe d'entraide est redémarré depuis le 9 septembre, et ça va bien. Alors, la parole citoyenne m'intéresse plus que tout au monde. Merci. Super. Super. Diane, représente Action. Micro. Diane, il faudrait activer ton micro. Alors, je suis Diane Bonin à Longueuil. Je suis déléguée régionale pour la Montérégie. Et ça s'appelle Représente Action. Et puis, nous aussi, ça va bien. Beaucoup de travail, beaucoup d'imagination pour réaliser nos projets. On est bien intéressés. Alors, en tant que déléguée, je suis contente. Vous allez rencontrer notre chargée de projet tantôt. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Elisabeth. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Elisabeth Dehoux, je suis chargée de projet pour Représente Action pour la région de Laval et j'accompagne présentement 3 délégués actifs. Puis merci pour cette conférence. Merci Marc. Bonjour, je suis Mark Walford, je gère le groupe citoyen de l'Ouest de l'île de Montréal. On est un groupe de pairs assez impliqués dans le domaine de la santé mentale. Et je suis aussi intervenant père aidant quand je travaille aux perspectives communautaires en santé mentale. Et je suis aussi un livre vivant. On a fait un événement pour le mois de la parole collective vendredi passé, livre vivant avec les groupes citoyens. Merci. Merci Marc. Sylvie? Oui, je suis là dans le tournage. Il y a quelqu'un à côté de toi, je pense? J'en profite pour te dire, je pense que tu t'es trompé, c'est toi, tu m'as nommé co-hôte, mais c'est correct pour moi, là, mais je pense que tu t'es trompé. Mais si tu veux me nommer co-hôte, puis je gère les tours de parole, je peux le faire aussi. C'est bon. Merci. Oui, tu peux le faire. Je te dirais, passe. Est-ce que tu m'entends? Pardon, oui, j'entends. Est-ce qu'il y a moins d'écho si je suis ici? Oui. OK. Je vais essayer de gérer cette affaire-là du son. Là, je m'appelle Zagarienne. En fait, je suis Sylvie, chargée de projet pour représentation de Montérégie. Donc, on est supposé dans la même salle, Gabriel et moi, mais à une certaine distance. Fait que, voilà. Donc, voilà, représentation, on connaît un peu le programme. Moi, je suis ici vraiment pour voir un peu ce que vous faites aussi. Ça m'intrigue. Voilà. Il faut peut-être fermer l'autre micro parce que je pense qu'il y avait des pompiers ou des policiers ou des ambulances qui se promenaient. Je ne sais pas du tout quoi faire, Marie. Peux-tu m'aider? Non. Désolée. Donc, Sandra, bonjour. Oui, bonjour Ghislain, bonjour tout le monde. Mon nom est Sandra Côté, je suis chargée de projet pour représentation dans la région de l'Estrie. Et j'ai bien hâte de voir cette démarche de consultation citoyenne. Merci beaucoup. Carole, est-ce que tu es avec nous? On n'a pas la caméra. Donc, on a aussi Carole Panton, qui est directrice de Prodef Estrie. Fanny, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, Fanny. Ça sera pour plus tard. Il reste 2 personnes qui n'ont pas été présentées, 3 personnes. Il y a Marité. Je ne suis pas sûre qu'elle a besoin de... Oui, il y en a peut-être qui ne la connaissent pas. Marité, à toi. Marie-Taylor, chargée de projet pour Représentation Santé mentale Québec. Merci beaucoup. Puis il y en a 2 qui ne sont pas présentés. Il y a Carole Lévy,
qui va être co-présentatrice là, cet après-midi. Est-ce que tu veux te présenter, Carole? Bien, bonjour, moi c'est Carole Lévy, comme à Québec. Je ne sais jamais comment me présenter parce que je n'ai pas plusieurs chapeaux, mais j'ai plusieurs casquettes. Donc, présentement, je suis au collectif des Laurentides, un père épaule. J'ai participé au GAR quand j'habitais Montréal. Puis, je suis membre du CA du regroupement des ressources alternatives en santé du Québec et je suis la présidente. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Merci. Alors, Carole a participé à la démarche de consultation qu'on va vous présenter tantôt, puis elle va nous présenter des parties. Moi, mon nom, c'est Ghislain Goulet. Je suis organisateur communautaire pour l'organisme Action Autonomie, un collectif de défense des droits en santé mentale de Montréal. Une de mes responsabilités, c'est de soutenir, bon, à Montréal, on fonctionne un petit peu différemment là, de représentation. Donc, on a 3 groupes citoyens en santé mentale qui sont actifs à Montréal dans 2 CIUS différents. Donc, moi, je donne un coup de main à ces personnes-là qui se réunissent là, puis qui font des représentations pour l'amélioration des services de santé mentale. Voilà. On va commencer. On a préparé un petit PowerPoint que je vais partager ici. C'est lequel? Pourquoi je ne le vois pas? Bon. Juste un instant. C'est ça? Non, c'est pas ça. Il y a tout le temps des problèmes techniques. Il n'y en a pas avant qu'on commence, puis après ça, il y en a. Bon, la voilà. Alors, on est prêt, donc, c'est une présentation d'une consultation qui a été réalisée quand même là, en 18-19 par le groupe d'action et de réflexion sur la participation citoyenne en santé mentale dans Jeanne-Mance. Jeanne-Mance, c'est un quartier dans Montréal, c'est plus dans le centre-sud de Montréal. C'est un quartier où est associé aussi l'hôpital Notre-Dame de Montréal. La présentation est faite conjointement par Carole Lévy et moi-même. Vous voyez bien l'écran? Encore mieux maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi, je ne vous vois pas, mais Marité et Linda, dans le fond, qui peuvent gérer les droits de parole. Cependant, si les questions venaient plus à la fin, ça nous intéresserait parce que ça peut nous mélanger dans la présentation. Fait qu'essayez de prendre note de vos questions. On a prévu un échange là, à la fin. Donc, ce qui se passe cet après-midi dans notre 1h30, on va présenter c'est quoi le GAR, qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne et tout ça. Après ça, on va vous présenter un exemple de comment se déroulaient les rencontres de consultation, quelles questions étaient posées et tout ça. Par la suite, on va vous présenter un PowerPoint qu'on a présenté au comité de gestion en santé mentale du CIUS du Centre-Sud de Montréal. Le comité de gestion en santé mentale, ça regroupe tous les cadres gestionnaires santé mentale du CIUS. Donc, on a présenté les résultats de la consultation à ce groupe-là. Par la suite, on va regarder quelles ont été les suites et les impacts de la tournée de consultation, puis on va partager avec vous à ce moment-là peut-être des outils qui pourraient vous être utiles si jamais vous faites des consultations. Et enfin, bon, si vous voulez, là, on peut avoir une période de questions, d'échanges et de commentaires. C'est bon? Sans plus tarder, je laisserai la parole à ma collègue Carole qui commencerait, entre autres, par faire une présentation là, du GAR. Oui, Carole. Ton micro. Merci, Ghislain.
Ben, c'est ça. Dans le fond, comme je disais tantôt, j'ai plusieurs casquettes. Fait qu'avant d'introduire c'est qui le GAR, tout ça, je voulais vous partager un peu quand je suis arrivée au GAR. Je voulais m'impliquer pour essayer de participer à faire une différence. Puis j'étais dans un CA d'un organisme communautaire. Puis quand j'ai demandé ça, on m'a référé le GAR et Action Autonomie. Donc, quand je suis arrivée au GAR, j'ai appelé pour prendre des informations. Puis, elle ne me l'a pas dit comme ça, Louise, qui s'organisait avec ça. Mais c'est comme ça me disait, ben Carole, tu ne mets pas ton étiquette avec ton diagnostic. Tu t'en viens, toi, Carole Lévy. Je me suis présentée là, puis j'ai été avec mes pairs, des gens comme moi qui vivaient des choses, qui avaient vécu des choses, puis qui voulaient faire une participation collective, se consulter pour participer, pour essayer de changer des choses, puis améliorer des choses. Fait que ça m'a beaucoup interpellée, mais je commençais tout ça, fait que j'observais, j'écoutais. Là, il y avait un grand plan d'action sur la primauté, fait que là, c'était intimidant, tout ça, mais j'ai été transportée par les membres du GAR parce qu'on était tous pareils, sans explication. Fait que moi, ça m'a fait un grand, grand bien de m'impliquer puis d'avancer avec mes pairs puis tout ça, puis de faire des choses. Puis là, c'est ça, ça se peut que je dise bien des E. Je suis toujours stressée quand je fais quelque chose, mais Ghislain, il est là. Fait que si jamais j'oublie, je me perds ou quelque chose, bien, Ghislain, on est ensemble toutes les deux. Fait que il va se faire un plaisir de rajouter ce que j'aurais pu manquer. Donc, je vais vous informer. Juste aussi, j'avais oublié de dire, c'est que qu'est-ce qu'on parle là, maintenant, là, les personnes qui sont présentes, même si on n'est pas toutes là, vous pouvez toujours aller le voir sur notre site pour réécouter qu'est-ce qui se passe, puis d'inviter les personnes qui pourraient être intéressées à le regarder. Puis, je dis notre site parce que je suis dans le comité organisateur du mois de la parole. Donc, voilà. Maintenant, je vous présente c'est qui le GAR. Ça a été créé en 2008. C'est un comité de citoyens qui fréquentent ou ont déjà fréquenté des organismes en établissement de santé mentale sur le territoire de Jeanne-Mance. La voie collective, c'est pour s'assurer et encourager une participation optimale et durable des utilisateurs de services en santé mentale. La planification, c'est participation des membres au GAR et dans les comités de gestion, exemple sur des comités de la primauté de la personne, des tables de concertation, des réseaux locaux, des services en santé mentale, toujours dans Jeanne-Mance. L'organisation, c'est des participants, des membres dans des événements, des établissements et la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. On a fait aussi Bibliothèque vivante, qu'on a organisé puis qu'on a participé aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait au GAR? C'est des rencontres mensuelles à tous les mois où est-ce qu'on se rencontre pour s'informer justement de l'état des réseaux locaux. Puis, on prépare des activités pour apporter notre point de vue, pour avoir des améliorations. Ensuite, présentation des activités, on a participé à des colloques. Ça aussi, c'était pour des moyens pour favoriser la participation des citoyens. Maintenant, impliquer les citoyens, qu'est-ce que ça change? Ça apporte une différence, force des acteurs à prendre considération des besoins en terrain, identifier les manques dans les services et les adaptations des services aux besoins des personnes. Ensuite, les personnes sont plus vues comme des patients, mais plutôt des citoyens, citoyennes qui luttent contre la stigmatisation. Puis, on mobilise certaines personnes justement pour améliorer les services en santé mentale. Donc, le GAR, c'est ça en gros. Maintenant, la façon qu'on fonctionnait, c'est qu'on faisait des consultations auprès des membres, des personnes premières concernées, pour aller chercher leur point de vue de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, puis des pistes de solutions aussi, tout ça. Donc, en faisant nos consultations, la façon qu'on
faisait nos consultations, on se préparait, on avait fait des cartons avec les définitions des thèmes qu'on voulait aborder. Là, je ne suis pas sûre, mais je pense que je suis mêlée. Attends une minute, là. Je suis rendue là, Ghislain? On est à la diapo numéro 3, Carole. Je suis rendue à 4. Hey, ça fait partie de la game, hein? Je ne suis pas une professionnelle, tout ça, puis ça reste, moi, simple et compliqué des fois, mais on va arriver à la fin. Mais effectivement, la 3, là, tu l'avais faite. OK. On peut aller à la 4, ce que je vais avancer. Parfait. La présentation du gars, je me mélange parce que j'essaie de lire puis j'essaie de dire dans mes mots parce que j'étais là, je le sais. Fait que là, c'est comme, mais je ne veux pas rien oublier. Ça, je l'ai dit à Justin tantôt, mais là, je vais y arriver. Donc, c'est quoi le GAR? C'est la raison d'être du GAR. C'est un lieu de participation dans les tables locales en santé mentale, dans les comités sur la primauté de la personne. C'est des lieux ponctuels. Les principales réalisations, des politiques de participation citoyenne adoptées dans la direction de santé mentale, des activités de présentation des services en santé mentale à PRACOM, des activités de consultation, dont le centre de soir Denise Massé, Sac à dos, PRACOM. Puis, c'est des participations aussi, comme je mentionnais un peu tantôt, à des colloques, dont un à Lévis, puis un à Sherbrooke. Donc, j'étais là tantôt, c'est le contexte de nos présentations. C'était basé sur le plan de la primauté de la personne au ministère de la Santé et des Services sociaux. Ensuite, c'était le plan, il comportait 5 thèmes sur les droits. Donc, je vais vous les dire dans pas long, les thèmes. Nous, on en a abordé 2, je vous mentionnerai après aussi. Il y a un comité sur la primauté de la personne au CIUS, au siège Le Gard, qui apporte des suggestions pour améliorer les plans. Puis on va aller chercher les points de vue des personnes premières concernées. On veut entendre les expériences positives ou négatives, tout ça pour enrichir le bon fonctionnement, qu'on puisse avoir des bons services. Les 5 thèmes qui étaient abordés, les 5 thèmes qui étaient là, maintenant on en a pris 2. C'était le respect des droits des personnes ayant des problèmes en santé mentale dans tout le réseau de la santé et des services sociaux, peu importe le département. La lutte contre la stigmatisation et la discrimination en santé mentale dans le réseau. Ça, c'est une question qu'on a apportée. La participation active des personnes utilisatrices de services et des membres de l'entourage à la planification et à l'organisation des services en santé mentale. La mise en place et le maintien des soins et des services axés sur le rétablissement, la reconnaissance et le soutien d'implication. Nous, on a abordé les 2 termes, la stigmatisation, qui est une étiquette d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur particulier, à partir de préjugés. Ensuite, l'autre terme, c'était par rapport à la discrimination. On modifie notre comportement à l'égard de ces ou ces personnes qu'on stigmatise. Donc, la question, le respect des droits des personnes dans le réseau de la santé mentale, la première question était, le premier droit est le droit à l'information sur les services en santé mentale. Sentez-vous que ce droit est respecté? On vous remettra, là, on a remis un tableau pour définir les définitions. Puis la question 2, c'était, qu'en est-il du respect de vos autres droits? Encore une fois, ils se sont référés au carton. Puis la définition, c'était les différents droits. C'est l'information, participation aux décisions qui vous concernent, participation active à la planification et à l'organisation des services, consentement libre et éclairé, libre choix du professionnel, de l'établissement, accès à votre dossier médical, droit de recevoir des services dont vous avez besoin, être traité avec respect, droit d'être accompagné, confidentialité, etc. La lutte à la stigmatisation, on a posé comme question, avez-vous eu l'impression d'avoir été bien accueilli dans le réseau des services en santé et des services sociaux?
Deuxième question, avez-vous déjà vécu des situations de discrimination, stigmatisation, ou est-ce que vous pouvez en parler? Les termes de la discrimination, c'est écrit sur des cartons. Donc, ça aidait les personnes à se référer sur ces cartons pour répondre aux questions. Il y a eu une grande participation. On a eu des points positifs puis des points négatifs. Ensuite, toutes ces... Là, je ne sais pas si j'empiète sur ce que tu as dit, Ghislain, mais je le dis, c'est que toutes ces informations-là qu'on a recueillies, bien, chaque endroit qu'on pouvait les apporter, on les apportait justement pour prendre en compte justement une parole collective. Ensuite de ça, on était invité aussi au réaménagement de l'hôpital Notre-Dame parce qu'il réaménageait l'aile psychiatrique. Encore une fois, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue à cause de ça. On était invités, mais on n'a pas été consultés. Dans le fond, on est invité comme ça pour participer, mais une parole collective, il faut se consulter. Mais là, on ne savait pas à l'avance qu'est-ce qu'il fallait dire, comment on pouvait apporter. Donc, j'ai eu la chance quand même d'y aller. J'ai été seule. Puis, c'était vraiment le réaménagement. C'est où est-ce qu'on met les plantes, on peut rêver, on va mettre des palmiers, on va mettre des speakers. C'était comme leur bureau, c'est on en met, on en met, on en met. Puis ma participation, c'était de participer à ça, puis de donner mon opinion. Là, je disais, mettons, dans la salle d'attente, quand tu vas à l'accueil pour être accueilli, là, je disais, ben ça prendrait une chaise. Non, ils vont nous lancer la chaise. C'est comme, non, si on en met une, il va falloir l'attacher. Dans la salle d'attente, ce que les personnes attendaient, ben, vous pourriez mettre une petite table avec des revues, un écran qui défile des organismes, tout ça. Hey, ils vont camper ici, là, puis ils ne voudront plus s'en aller, puis tout ça, là, c'était aberrant. Puis, je me sentais toute petite d'être là, puis c'était intimidant de voir que c'était des ergothérapeutes, des infirmières, puis en tout cas, pour moi, c'était des personnes haut placées. Puis là, moi, je suis seule, j'arrive là, puis je dis ces affaires-là, fait que ça m'écrasait un peu, parce que là, en tout cas, c'était difficile. Puis ce que j'entendais, ça me faisait tellement mal de voir que, ils pensaient comme ça, puis ils réaménageaient en leur fonction de leur bureau, puis la petite machine à café, puis tout, puis nous autres, qu'on est là, puis que les services, bon. Ben, j'ai trouvé ça difficile. Puis quand je suis partie de là, j'ai dit à la personne qui est en charge de ce projet-là, j'ai dit, ben merci, je suis contente d'avoir participé, mais honnêtement, j'ai trouvé ça difficile parce que j'ai dit, quand j'apportais des points, tout ça, c'est comme on me tassait ou on me disait que ça n'avait pas de sens. Fait que je trouvais ça, quand je pensais à ça, ça faisait mal, ça résonnait, puis ça faisait vraiment mal. Puis il m'a répondu que, parce que Jean-François d'Action Autonomie était supposé d'être là, puis il m'a répondu, c'est pour ça, Jean-François, lui, il apporte plein de bonnes, il fait relever plein de belles choses, puis tout. Là, ça a fait aïe, lui, il apporte quelque chose, mais moi, j'apporte rien. Fait qu'encore là, j'ai trouvé ça vraiment plate, sa réaction. On nous invite à participer, puis on participe, puis on rejette tout qu'est-ce qui est supposé d'être correct, puis tout ça, puis d'apporter quelque chose. Fait que ça, c'était mon expérience. Bon, il y a eu des moments. OK. Dans le fond, c'est à cause de cette expérience-là qu'on a ajouté des questions dans la consultation sur le réaménagement du département de psychiatrie de Notre-Dame, parce que personne n'avait consulté les personnes sur ce qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils souhaitaient comme réaménagement. La seule préoccupation qu'avaient les gens quand Carole était là, c'était la sécurité. Oui. Aucune considération pour le bien-être ou le confort. Aucune. Alors, tu peux continuer, Carole. Bien là, avec nos consultations, les suggestions pour améliorer sur la primauté de la personne, c'est un peu là. Bien là, je suis revenue à les résultats des consultations.
Non, mais en tout cas, la question, dans le fond, qu'on demandait aux gens, pour vous, ce serait quoi un département de psychiatrie idéal? Fait que les gens, on va le voir tantôt, là, les gens ont eu bien du plaisir à répondre à nos questions. Oui. Puis la deuxième question, elle était un peu particulière parce que l'hôpital Notre-Dame a mis en fonction une machine à électrochoc là, juste avant le début de la consultation. Puis, on voulait faire parler les gens sur quelle était leur perception de voir arriver une machine comme ça dans leur hôpital de proximité. Donc, c'était des questions de la consultation. C'est bon, Carole? Oui. Donc, avec ces questions-là, ben, il y a des choses qui ont été nommées. Puis, on a demandé s'il y avait d'autres idées, d'autres solutions pour améliorer les services de façon de faire que dans le réseau de la santé, ça soit mieux. Puis, après ça, on a fait ressortir vraiment les éléments qui avaient été apportés, ce qui avait été dit, tout ça. Puis, on a tout rassemblé ça. On a été invités, suite à toutes ces choses-là, par le CIUS, Centre-Sud, si je m'abuse, dans le fond, à l'hôpital Notre-Dame, par les gestionnaires, à partager les résultats de cette consultation-là. On a été écoutés, mais comme qu'est-ce que c'est ça? Puis, ils nous ont dit qu'ils se sont sentis beaucoup attaqués par nos propos et tout ça, parce qu'ils ne voyaient pas beaucoup de positif de ce qu'on avait rapporté. Mais c'était la réalité. Ils nous ont ensuite invités à participer à un café-rencontre avec des infirmières, des ergos, des psychiatres, pour qu'on puisse avoir un échange avec eux, qu'ils nous parlent, eux, de comme leurs contraintes, tout ça. Mais c'était plus un échange, tu n'as pas rapporté quelque chose, ça a été un échange. Donne-moi des mouchoirs. Juste pour de petites places. Le GAR aussi, on a profité de cette consultation-là. Pour nous, ça a été une opportunité de faire de la promotion. On était consultés des gens dans des organismes communautaires, donc ça nous a permis de parler de ce qu'on fait, la participation collective et tout ça. Donc, dans le cadre des consultations, on a recruté, en fait, ça nous a permis de recruter des nouvelles personnes pour participer au GAR. Donc, ça avait un effet de consultation, mais c'est aussi un effet de promotion de l'organisme. Peut-être que je vais prendre la relève, oui. Ben, je veux juste finir en disant là, que c'est vraiment important de participer à des organismes, des choses, à de paroles collectives, parce que on peut se dire, puis justement apporter des questionnements, des pistes de solutions, puis des réalités. Fait qu'il faut les dire, fait qu'il faut se consulter pour que, moi je dis souvent, l'union fait la force, fait que c'est important que tout ça, ça existe pour justement apporter des changements, tout ça. Puis qui de mieux placé que les personnes premières concernées? C'est la base. Voilà. Merci, Ghislain. Ghislain, est-ce que tu veux une intervention? Il y a Gabriel qui a levé la main. Oui, Gabriel. Ton micro, Gabriel. Oui, vous m'entendez? Oui. Avec ce que j'entends, j'ai comme l'impression que, parce qu'ils sont supposés de suivre le plan d'action en santé mentale. Hein? Donc, dans le plan d'action en santé mentale, ils parlent de la participation des utilisateurs de services. Peut-être que de leur faire comprendre que ça fait partie du plan d'action, qui sont censés aller dans ce sens-là. C'est bon. Oui, c'était un de nos buts. Le GAR, on a peut-être un avantage, c'est qu'on est soutenu par un organisateur communautaire, une organisatrice communautaire qui est prêtée, qui est libérée par le CIUS, qui travaille avec nous. Donc, on a comme des entrées aussi à l'intérieur du CIUS via notre organisatrice communautaire, ce qui fait que cette démarche-là de consultation, elle s'est faite de façon très collaborative avec le CIUS. On n'a pas eu à se battre sur n'importe quoi là, pour avancer nos idées. Et ce que je voulais dire d'ailleurs, on a fait des comptes rendus complets des consultations. On a écrit tout ce que les gens ont dit. Puis, ces comptes rendus-là, on a inondé les gestionnaires. On les a envoyés à tout le monde
pour qu'ils en prennent connaissance. Puis, à leur demande, on a fait une présentation, bien, je vais la faire tantôt, là, au comité de gestion santé mentale du Sud, du Centre-Sud, mais on a aussi été invités à présenter les résultats de notre consultation à un midi-conférence de formation au département de psychiatrie de l'hôpital Notre-Dame. Les gens qui sont là, ils ont même des crédits de formation pour assister à notre présentation critique sur les services de psychiatrie de l'hôpital. Alors, la salle était remplie. Il y avait 7-8 psychiatres qui étaient dans la salle qui ont entendu notre rapport de consultation. Je vais arrêter le partage de cet écran-là, puis je vais vous partager ce qu'on a présenté au cadre gestionnaire du CIUS du Centre-Sud de Montréal comme rapport de consultation. OK? Ici. Il n'y a pas vraiment... Donc, ça, c'est le titre, c'est exactement la présentation. Mettons que vous autres, vous êtes les cadres gestionnaires du CIUS du Centre-Sud de Montréal. Là, c'est la présentation qu'on vous fait de notre consultation. Ça se passait le 26 avril 2019. Donc, on leur a parlé des objectifs de notre rencontre. Donc, il y a des choses, je vais passer vite parce qu'on les a vues avec Carole tantôt, la présentation du GAR. Là. Donc, on veut décrire les activités de consultation, on veut présenter les résultats de consultation, puis on veut avoir une discussion avec vous autres sur les suites à donner à notre consultation. Donc, ça, je passe vite. On l'a dit, le GAR, c'est quoi? Le GAR, c'est ce qu'on a présenté, c'est une voix collective et tout ça. Le GAR apporte une expérience différente. La personne n'est plus vue comme une patiente, mais comme une citoyenne à part entière. Ça mobilise les personnes à l'égard d'un bon système de santé mentale. Ça les mobilise pour qu'ils participent à un bon système de santé mentale. Ce n'est pas quelque chose de dérangeant, ça devrait être quelque chose qui est accueillant. C'est quelque chose de positif, le dérangement. Bon, qu'est-ce que fait le GAR? Carole en a parlé, mais on leur présentait ça quand même. Et là, j'arrive au rapport de consultation. Donc, on a été dans 3 organismes. Des consultations de membres d'organismes en santé mentale, c'est-à-dire un organisme qui s'appelle Précom, un autre qui s'appelle l'Atelier d'artisanat et le Centre de soir Denise Massé. Les consultations ont eu lieu du 14 mai 2018 au 21 février 2019. On a rencontré 45 personnes, mais en fait, c'est plus que ça. Là, je vais vous le dire pourquoi tantôt. Puis on a consulté les gens sur 2 questions. Sur 2 aspects du plan d'action sur la primauté de la personne, c'est-à-dire le respect des droits tels que prévus par la loi et la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Depuis, le GAR, à même ses troupes, a tenu 2 rencontres qui ont porté exclusivement sur le réaménagement de l'hôpital Notre-Dame. Précédent. Là, j'ai une fenêtre qui m'empêche de tout voir. Là. Ce qu'on disait aux gestionnaires, c'est qu'on a demandé aux gens des expériences plus difficiles, mais aussi on a demandé aux gens des expériences positives. Donc, on vous partage du négatif, mais pas juste du négatif. Il y a des gens qui ont quand même des bonnes expériences dans votre réseau. On a rappelé aux gestionnaires cadres dans notre présentation les droits prévus dans la loi sur les services de santé et les services sociaux. On trouvait que c'était important parce que notre consultation elle repose sur les droits. Puis des gestionnaires, des fois, ne sont pas sur les droits, mais sont sur l'actualisation d'objectifs de rendement ou je ne sais pas trop quoi. Là. Donc, on a répété chacun des droits qui sont énumérés ici. On a commencé la présentation par un témoignage qui nous a été fait durant la consultation. Je suis toujours un peu ému quand je présente ces choses-là. Je suis partie prenante des consultations, puis je suis toujours touché par ce que les gens apportent. Fait que, vous allez peut-être entendre ma voix des trémolos un petit peu. Donc, il faut être traité avec respect.
humanité, et cela commence par l'accueil et par l'écoute. Si on peut raconter notre histoire, son histoire, la moitié de la guérison est entamée. Quand on peut raconter son histoire. Et je vous dirais que toute l'écoute et l'information, dans le fond, c'est vraiment ce qui est ressorti comme étant le problème central de nos consultations. Donc, concernant, on a décortiqué, dans le fond, ce que les gens ont apporté selon différents thèmes. Là, on traite du droit à l'information. Qu'est-ce que les gens ont dit? Puis là, c'est une synthèse. Je vais vous mettre tantôt dans le chat le rapport complet des consultations, tout ce que les gens, ou à peu près tout ce que les gens ont dit. C'est pas mal plus que ce que je vous présente à l'écran, mais on a retenu les principales choses. Donc, c'est ardu. Les personnes trouvent ça dur d'avoir les informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions, pour cheminer dans le réseau. On n'a pas assez de temps pour poser toutes les questions qu'il faut sur les traitements. Puis on se lance la balle d'un intervenant à l'autre. Il n'y a jamais moyen de trouver la bonne réponse quelque part. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Il est difficile d'avoir de l'aide pour accéder à son dossier médical. Besoin non répondu d'avoir les informations sur les services de santé mentale du CIUS. Et là-dessus, les intervenants des ressources communautaires qui étaient présents dans nos consultations, ils ont dit la même chose. Ils ont dit, nous autres non plus, on ne sait pas c'est quoi qu'ils offrent comme service de santé mentale, le CIUS. Puis comment veux-tu qu'on guide les gens si nous-mêmes, on ne sait pas ce que le CIUS y fait? Fait qu'il y a comme une désinformation complète sur l'offre de services en santé mentale. Puis, c'est ça. Toujours sur le droit à l'information, on amène quand même des solutions, quelques solutions qui hébergent la consultation. Donc, présenter les services en santé mentale et les façons d'y accéder dans les plans de communication et les outils de communication. On parle de sites web, de dépliants, etc. Puis, il faudrait impliquer les personnes utilisatrices et les ressources communautaires pour développer ces outils d'information-là. On dit, on redit, on devrait impliquer les personnes dans les décisions et faire en sorte que l'information se rende à elles aussi. On a entre autres vécu une expérience avec le CIUS où ils sont venus nous rencontrer pour qu'on valide un peu les informations qu'il y avait sur leur site web. Puis ce qu'on a convenu, tout le monde, c'est que la manière d'écrire, la manière de dire sur le site web, ça devenait une communication incompréhensible pour les gens. Il fallait changer la méthode de communication. On s'adresse au monde, on ne s'adresse pas à des firmes de communication. Un autre droit qui a été abordé, c'est le droit au consentement libre et éclairé. Ce qu'on nous a dit, c'est que ce qu'on vous dit, chers cadres, c'est que les gens ont souvent l'impression qu'ils sont forcés dans un traitement par manque d'alternative. Souvent face à la décision de prendre une médication. Les gestes sont faits sans l'approbation préalable de la personne, ce qui cause des bris de confiance. Un exemple qu'on a soulevé, c'est un travailleur social qui visite l'appartement d'une personne qui est hospitalisée. Il inspecte son logement. Puis la personne, elle est informée après coup que le travailleur social a visité son appartement puis qu'il a écrit ça dans son rapport. Ça ne fait pas l'affaire de la personne d'apprendre après coup qu'on a des informations sur toi que tu ne sais pas, puis qu'on agit en fonction d'informations qu'on ne t'a pas communiquées. Si, par exemple, le logement était un petit peu abandonné, ils vont faire des interventions pour faire en sorte que tu prennes soin de ton logement, mais toi, tu ne sais pas pourquoi ils ont cette connaissance-là que c'est mettre les gens dans un inconfort assez important. Je dirais presque à l'unanimité, les gens ont dit qu'il n'y avait pas assez d'informations pour vraiment prendre des décisions libres puis éclairées sur plein de choses, sur la médication, mais sur plein de choses qui leur arrivent. Concernant le droit d'accès aux services, je pense que vous en conviendrez tout le monde, le manque d'accès à la psychothérapie est décrié. Tant à l'interne, crise psychiatrique ou à l'hôpital,
qu'à l'externe, il y a des trop longues listes d'attente. On a décrié aussi que des gens étaient retournés à la maison malgré une crise suicidaire. Mais je rajouterais, des gens sont retournés à la maison malgré le fait qu'ils sont présentés pour obtenir de l'aide, puis qu'ils n'en ont pas obtenu. C'est un peu contradictoire qu'un milieu de soins dise non à quelqu'un qui demande des soins. Tu existes pour offrir des soins. Comment tu peux dire non à quelqu'un qui demande des... En tout cas, le simple accès à de l'écoute en situation de crise est jugé manquant. Des gens disent ne pas avoir eu accès à quelqu'un pour se confier pendant un séjour hospitalier. Là, tu es dans un milieu là, de soins. Là. On est en milieu hospitalier, tu n'es pas chez vous. Là. Puis tu ne trouves pas le moyen de parler à quelqu'un, de confier à quelqu'un. Tu es observé, tu es jugé, mais tu peux pas communiquer, tu ne peux pas parler à quelqu'un. Des personnes ont l'impression qu'il faut dire les bonnes choses au bon moment. Et pas toujours les mêmes selon l'endroit ou selon les personnes pour avoir accès aux services. Alors, d'un fois, il faut que tu dises que ça va bien. D'un fois, il faut que tu dises que ça ne va pas bien. Si tu ne dis pas la bonne chose au bon moment, ben, tu n'auras peut-être pas le bon service au bon moment non plus. Alors, c'est tout un jeu de tractation, dans le fond, à se retrouver en milieu de soins. Alors, les autres droits dont on a échangé, sur lesquels on a échangé, à l'hôpital, tu peux avoir des privilèges uniquement si tu as des bons comportements. Genre, enlever la jaquette, c'est connu. Hein? Je veux aller voir mon psychiatre avec mon conjoint parce que je suis trop anxieuse. Il m'a dit qu'il va l'inviter à la deuxième partie de l'entretien, mais il n'y a jamais eu de deuxième partie. Le double standard. Moi, je demandais d'être accompagné quand je vois mon psychiatre. Et il ne voulait pas, mais lui, il me recevait avec des étudiants sans me le demander. Alors, ça montre comment on est sans pouvoir, dans le fond, comment on est dépossédé de notre pouvoir quand on est dans ces milieux de soins-là. Maintenant, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Les gens ont dit qu'ils vivaient une grande difficulté de répondre adéquatement, de trouver une réponse à leurs besoins de santé physique, parce qu'il y avait des antécédents de santé mentale. Quand on a des antécédents en santé mentale, on sent une attitude différente des intervenants. Hop, un papa arrive. Puis le regard sur toi devient très différent. À ce moment-là, on met même la personne à côté du processus décisionnel. On la prend en charge quand arrive de la santé mentale. On parle de discrimination vécue dans les soins de santé mentale. On parle d'ombrage diagnostique. On ne croit pas la parole des personnes qui expriment leur souffrance physique, ou on interprète les symptômes comme de la somatisation. La douleur est non prise au sérieux. L'anxiété par rapport à des symptômes de santé physique est banalisée. Alors, c'est ce que les gens ont rapporté. C'est quand même pas rien, mais je suis certain que je ne vous surprends pas en énonçant ça. Mais on a dû en surprendre quelques-uns, j'imagine, parmi les cadres, en affirmant avoir entendu l'ensemble de ces choses-là. En tout cas, moi, ça me questionnerait sur l'état des soins dans mon milieu. En période de rétablissement, tout le monde parle de rétablissement et tout ça. Ben, ce que les gens ils disent, c'est que on remarque un pessimisme associé au diagnostic. On nous renvoie du défaitisme plutôt que de l'espoir en lien avec certains diagnostics. Par exemple, il n'y a rien à faire avec les personnalités limites. On ne trouve pas, en tout cas, que l'utilisation du diagnostic, c'est quelque chose qui favorise tant que ça notre établissement.
c'est plutôt, ça nous enferme plutôt souvent dans des appellations contrôlées. On dit les soupirs et les signes d'impatience arrivent vite. Beaucoup de personnes ont l'impression de déranger et ne peuvent exprimer leur souffrance ou leur désarroi. Maintenant, concernant le réaménagement de l'hôpital Notre-Dame, vous vous souvenez que le réaménagement, la seule consultation qui avait eu lieu, c'est une consultation sur la sécurité du personnel. Alors, ici, ce qui a émergé de la discussion avec les personnes utilisatrices qui ont dit, c'est on voudrait du personnel psychosocial à l'accueil et à l'urgence pour écouter les personnes par rapport à ce qu'elles vivent. On voudrait plus d'accessibilité à de la psychothérapie dès l'hôpital, pas attendre les rendez-vous à l'externe. Que les personnes soient considérées comme les expertes de leur santé, y compris au niveau de leurs symptômes de santé physique, travailler avec moi et non contre moi. On voudrait avoir plus d'activités et une meilleure ambiance dans le département de psychiatrie. Exemple, on voudrait avoir des activités sportives, des activités artistiques, de la méditation, du yoga, de la zoothérapie, de la massothérapie, voir des talents de la relève comme des humoristes. Pourquoi pas? C'est bon pour la morale. Puis, au niveau des électrochocs, l'électroconvulsothérapie, en résumé, il s'en est dit plus que ça, là. Mais si j'avais su que mon hôpital avait ce type de machine, je n'y serais pas allé. J'aimerais mieux qu'on dépense le même argent pour de la psychothérapie. Et notre présentation se finissait avec cette dernière diapo. On leur répétait qu'on a envoyé à tout le monde un rapport de consultation complet qui traitait de l'accueil des personnes, qui traitait d'une approche diversifiée des services, de plan d'intervention et de rapports égalitaires avec le personnel, qui traitait aussi de réaménagement au département de psychiatrie et de la mise en place d'activités pour les gens, que les gens bougent, rien faire, c'est pas bon. Puis, on a eu une discussion avec les gestionnaires sur comment assurer le suivi de notre présentation. Je vais arrêter ce partage d'écran-là, puis je vais embarquer dans l'autre PowerPoint. OK. Bon, suite à l'impact que ça a eu notre consultation. C'est bien plate, là, mais ça a tombé presque en même temps que la pandémie. Fait que tout ou presque s'est arrêté. Mais on a quand même été consulté sur un questionnaire de satisfaction ou d'insatisfaction de services de santé mentale qui va être distribué aux personnes qui font affaire avec le CIUS du Centre-Sud de Montréal. Et normalement, ça devrait aussi être distribué aux personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie à l'hôpital Notre-Dame. Le questionnaire n'est pas terminé, mais on a été consulté. C'était une des demandes qu'on faisait, qu'il y ait une évaluation continue de la satisfaction des gens par rapport à l'offre de service. Il y a eu aussi la mise en place d'une équipe de travailleurs sociaux à l'urgence pour accueillir les personnes en détresse sociale et les diriger vers les bons services. Un exemple que j'ai vu récemment de ce que font ces travailleurs-là, il y a quelqu'un qui est arrivé à l'urgence, extrêmement anxieux, vraiment des problèmes, ça allait vraiment pas bien son affaire. Au lieu d'envoyer cette personne-là voir un psychiatre puis d'y donner des médicaments ou je ne sais pas trop quoi, les travailleurs sociaux ont commencé à questionner la personne pour voir comment ça qu'elle était si anxieuse que ça, qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Et ça se trouve que cette personne-là avait des problèmes d'accumulation. Cette personne-là, elle venait d'être évincée de son logement. Fait que les travailleurs sociaux sont entrés en communication avec des intervenants sociaux dans la communauté pour essayer de trouver des ressources pour cette personne-là plutôt que la diriger vers l'urgence psychiatrique de l'hôpital Notre-Dame.
Il y a eu aussi un appel qui a été fait par le CIUS aux organismes communautaires de la communauté pour voir s'il y a des organismes qui étaient prêts à offrir des services ou des activités aux personnes hospitalisées en psychiatrie. Je ne sais pas quel a été le résultat. Je pense qu'Action Autonomie a répondu à cette offre-là. Je pense qu'on a répondu qu'on voulait aller donner des rencontres d'information sur les droits aux personnes hospitalisées en psychiatrie. Aussi, puis je vais vous le montrer dans le chat tantôt, là, je n'ai pas le temps, avec la collaboration de l'équipe santé mentale du CIUS, on a ébauché un registre des préoccupations et suggestions que les personnes ont faites pour améliorer les services et les pratiques en santé mentale du CIUS Centre-Sud. Ces préoccupations-là font partie du recueil de consultations organisé par le GAR. L'outil qu'on n'a pas tout à fait fini, mais il va être transmis par le GAR à l'équipe de coordination santé mentale du CIUS afin de leur permettre de faire le suivi de nos suggestions lors de leur rencontre. Par la suite, les avancées seront transmises régulièrement par l'agent de planification à l'organisatrice communautaire qui soutient le GAR. Donc, le projet qu'on a, c'est qu'on ait une continuité dans le suivi et une communication régulière quant au suivi qui va être fait ou qui ne sera pas fait suite aux recommandations qui ont été faites par les personnes utilisatrices. Puis, éventuellement, ce qu'on pense, c'est retourner voir les personnes utilisatrices avec l'évolution, l'état d'avancement, dans le fond, des choses qu'ils ont demandées. Et peut-être qu'on va revenir après ça avec d'autres demandes qui seraient faites par les personnes utilisatrices. Ça faisait le tour de notre présentation. Je vais aller chercher les... Juste un instant. Discussion. À tout le monde. OK. Je vous ai mis dans le chat. Il y a, vous pourrez le regarder plus tard, là, mais peut-être ça peut vous inspirer, tout ce qui est dit là-dedans et tout ça. Donc, c'est le rapport complet de tout ce que les gens ont dit dans notre consultation. Et je vous ai mis aussi une copie du registre sur lequel on est en train de travailler, puis que je pourrais même vous partager juste un instant. Es-tu ici? Registre. Donc, j'imagine que vous voyez le registre. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui. Alors, ça ressemble un peu à ça. Là. Alors, je ne sais plus combien de pages. Ça a 18 pages. Bon, mais je ne veux pas vous présenter les 18 pages, là, mais ça reprend les préoccupations des personnes par thème. L'accueil, service à clientèle, approche humaniste. Ça dit les recommandations que les personnes font dans la deuxième colonne. Dans une troisième colonne à être remplie, ça va, on va dire quels sont les taux de situation, les projets, les pratiques actuelles, en tout cas, puis les suites qu'on devrait y donner. Ce qu'on souhaite, c'est que le comité de gestion travaille avec ce formulaire-là à partir de l'ensemble des préoccupations que les personnes ont émises. Et si jamais il y a des préoccupations qui ne veulent pas tenir compte, ben, ils vont l'écrire, puis à ce moment-là, on pourra revenir à la charge, puis peut-être faire des pressions pour qu'ils tiennent compte des recommandations, ou bien qu'ils justifient à la limite auprès des personnes pourquoi ils ne tiendraient pas compte de telle préoccupation. Quand je vous dis, ce document-là, il n'est pas finalisé, il y a à être adopté au GAR. On est encore en travail sur ce document-là. Ce n'est pas un document officiel, mais pour l'essentiel, tout est pas mal là. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, moi et Carole sommes tout à vous. Ghislain?
Oui. Je vois pas dans le chat qu'est-ce que tu as mis. Je l'ai mis pour tout le monde. Vous ne voyez pas? C'est des... Ah c'est oui, des OK. liens. Oui, OK. Je viens Là, de le sont voir. actifs. C'est OK, deux je viens de liens. le voir. C'est OK. qu'ils n'étaient pas actifs. Ah. Si Il y jamais a il y a un Elisabeth. problème, je vais envoyer à Marité aussi ces liens-là. S'il y en a qui les perdent et qui ne les trouvent pas, ben peut-être vous pourrez les demander à Marité qui pourra vous les transmettre. La même chose pour les présentations PowerPoint, j'en avais 2. Je vais les envoyer toutes les 2 à Marité s'il y en a qui jamais qui veulent les avoir pour les aider à structurer quelque chose. Vous pourrez les demander à Marité sans problème. Il y a Elisabeth qui a la main levée, Ghislain. Oui, Elisabeth. Ben, merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup, Ghislain. C'est vraiment intéressant, votre conférence. Et moi, j'en ai appris beaucoup. Puis, je trouve que c'est un bel exemple qu'on devrait faire dans chaque unité de psychiatrie au Québec parce que c'est vraiment intéressant. Puis moi, j'aurais l'intérêt de continuer à suivre ce que vous faites au niveau de la consultation avec le CIE-3S ou l'hôpital Notre-Dame. De faire un suivi, c'est intéressant de voir aussi des choses constructives et positives que vous avez réussi à faire, puis de pouvoir le partager avec ma région aussi. Merci à vous deux. Ce qui est plate et qu'on n'a pas réussi à faire, c'est qu'on avait promis aux gens de revenir les voir. On est allé les rencontrer, on les a fait parler, on a ramassé tout ce qu'on dit, mais à cause de la pandémie, on n'a pas pu retourner les voir, puis jaser de ce que vous avez dit, jaser de qu'est-ce qui arrive avec ce que vous avez dit, ça porte ou ça porte pas. Tu sais, pour donner du guts aux gens, tu parles, ben, peut-être ça peut valoir la peine de donner 1 heure ou 2 pour répondre à des questions, participer. Ça peut avoir une influence, puis, mais malheureusement, à cause de la pandémie, on n'a pas pu retourner voir les gens avec nos résultats et tout ça, mais on va le faire. Mais par contre, la pandémie a sûrement amené d'autres questionnements, d'autres choses qui se sont ouvertes, que vous allez avoir sûrement d'autres questions, d'autres réponses, d'autres On a d'ailleurs rencontré le CIUS du Centre-Sud en lien avec les problèmes qui ont été vécus à l'hôpital Notre-Dame par rapport à la pandémie, entre autres sur les mesures répressives, si je pourrais dire, abusives, qui ont été prises, puis qui sont excusées. Merci. Il y a Sandra qui a levé la main. Sandra? Oui, merci. Moi, j'ai une question parce que je sais que dans la région de Montréal, vous avez sûrement une autre réalité. Tu sais, vous êtes la ville la plus populeuse au Québec, là, donc c'est sûr que sûrement, ce n'est pas la même chose qu'en Estrie ou une autre région, mais je voulais savoir, est-ce que vous avez des tables de concertation en santé mentale, par exemple dans le secteur Jeanne-Mance, avec d'autres organismes communautaires, des gestionnaires du CIUS? Est-ce que ça existe chez vous? Ou, ou peut-être ça fonctionne autrement? Il y a des tables de concertation. Il y a aussi ce qu'on appelle le réseau local en santé mentale, qui réunit aux 2 mois à peu près là, tous les partenaires santé mentale, incluant des organismes communautaires. Le GAR a des représentants à cette table-là. Oui, on a ça aussi. Juste pour dire, Montréal, c'est une grosse région, mais au niveau de la participation citoyenne, on est probablement la région la moins supportée au Québec. C'est pourquoi? Pourquoi vous êtes... Est-ce qu'il y a une raison pour ça? On a parlé hier, on avait une subvention de 70 000 qui nous a été coupée en 2013. OK. Et actuellement, les groupes, les participants reçoivent un dédommagement pour les déplacements ou à peu près, là. Mais certains groupes ont le support d'un organisateur communautaire, mais on a très peu de ressources pour faire ce qu'on a à faire, en fait. C'est déplorable. Hein? C'est pas, non, on n'en est pas au maximum de la participation citoyenne à Montréal. Au contraire, on a beaucoup de recul par rapport à, je dirais, par rapport à ce qui se fait dans plusieurs régions, particulièrement, je dirais, en Estrie. Lanaudière, qui sont là depuis longtemps. Le bas du fleuve aussi, qui sont bien structurés. Par rapport à la grosseur de la région, il n'y a pas grand-chose
qui se fait ici. Il y a plein de choses qui devraient se faire. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes utilisatrices à Montréal. Là, tu sais. Mais Exactement. il n'y a pas d'investissement actuellement. Bon, on est en démarche pour en avoir, mais c'est vraiment compliqué. Puis c'est une grosse région. C'est des gros pouvoirs. C'est 5 gros CIUS avec des égos gros comme le bras. Du monde ils ont de l'argent, puis ils n'ont pas envie on a demandé d'être soutenus par les CIUS qui nous donnent un petit peu pour un projet régional. Ils veulent pas, ils sont locaux, eux autres, là puis venez pas jouer dans mes plates-bandes, en tout cas. On s'en va tous manifester à Montréal. Non, c'est beau, c'est une grosse région, mais c'est des régions qui sont compliquées. Puis, on l'a vu avec la pandémie, en fait. La disparition, avant, il y avait l'Agence de la santé, il y avait une agence régionale qui mettait de l'ordre un peu dans les powers locales. Et depuis que l'agence est tombée, c'est bien difficile. C'est bien difficile d'avoir une place, d'avoir ta place. Les CIUS, c'est des grosses affaires, c'est des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour ces affaires-là. Il n'y a personne qui se connaît. En tout cas, des cadres, des milliers de cadres qui ont été mis à pied, qui sont pas revenus, qui sont revenus, qui se déplacent. Tu parles à quelqu'un, 2 mois après, il n'est plus là. Ben, c'est sûrement le même chez vous aussi, là. Mais on s'ennuie beaucoup d'une instance régionale qui pourrait mettre un peu d'ordre là-dedans parce que c'est quand même une région, Montréal. Les gens se promènent à Montréal, ils se promènent de quartier, ils ne sont pas attitrés à un quartier, là. Puis il y a quand même une réalité montréalaise. Voilà. Merci. Il y a Francine qui a levé la main depuis tantôt. Est-ce que tu intervenais, Francine? J'ai vu ta main tantôt. Oui, ben, c'est parce que je me demandais si je pouvais avoir ça par courriel. Moi, je ne sais pas comment faire partir du chat. Puis, je vais te l'envoyer, Francine. OK, merci. Il y a Diane aussi qui veut intervenir. Diane? Faut que tu mettes ton micro, Diane. Voilà. Est-ce que c'est Ghislain, Action Autonomie, qui nous parle? Est-ce que c'est Ghislain? Oui, ben celui qui parle le plus, c'est Ghislain, oui. Ah, c'est parce que mon prénom, il n'est pas là. D'accord. Alors, je viens de te demander, Ghislain, j'ai cru comprendre que vous avez fait la démarche d'aller à l'hôpital Notre-Dame dans la section psychiatrie, poser des questions aux gens, les écouter. Est-ce que j'ai bien compris? Non. Ben, il y a eu des consultations, oui, effectivement, à l'hôpital Notre-Dame. On a rencontré 2 groupes de personnes, des patients à l'hôpital Notre-Dame, oui. Mais la consultation, elle s'est faite aussi dans des organismes communautaires dans le quartier, surtout. Mais on n'a pas vraiment été rencontrer systématiquement les gens qui étaient hospitalisés à l'hôpital Notre-Dame. Ceux qu'on a été rencontrés, c'est souvent des pères aidants qui sont à l'hôpital Notre-Dame, mais on n'a pas systématiquement questionné les personnes. Ils ne nous auraient probablement pas laissé faire ça. Moi, probablement qu'ils ne laissent pas faire. Puis, comme la personne me parlait tantôt, là, je m'excuse, Sandra peut-être, disait que, mon Dieu, elle disait que les personnes, comme vous dites, là, que vous ne pouvez pas vous présenter à l'hôpital, puis tout ça, mais est-ce que vous réalisez qu'il faut quand même aller les chercher, ces personnes-là? Parce que j'ai eu l'impression de revivre tout ce que j'ai vécu, moi, à l'hôpital, alors que j'ai été hospitalisée une première fois et ensuite plusieurs fois parce que le problème n'était pas réglé. J'avais personne à qui parler. Vous avez raison, il n'y avait pas de psychologue, de travailleurs communautaires, de venir parler pour avancer le dossier. Et aussi la fantastique idée qu'on décore mieux l'endroit où les gens vivent. C'est tellement déprimant que c'est sûr que le dossier y allonge.
Je ne sais pas si le psychiatre est content de ça, que le dossier allonge, puis tout ça, mais je vais juste vous dire que j'ai l'impression d'avoir revécu ce que vous avez dit et que nous autres, à Longueuil, Représentation, c'est pas tout à fait Big Montréal. Vous êtes beaucoup plus big que nous autres et à ce moment-là, vous allez chercher peut-être un peu plus de monde puis tout ça, mais on est à votre écoute et on apprécie l'expérience que vous nous apportez. C'est tout. Je voulais dire qu'on n'est pas plus gros qu'ailleurs, même que je dirais qu'on était plus petit. Ce qu'on a fait, dans le fond, on a posé 6 questions à des personnes qui fréquentent des organismes communautaires. C'est tout ce qu'on a fait, 6 questions. Là, on a trouvé de l'énergie, c'est pour ramasser tout ce que le monde a dit puis les mettre dans un document. Là. Mais ça, tout le monde peut faire ça facilement. Il s'agit de... C'est facile à faire. Ce qui est plus difficile, après ça, c'est d'avoir des contacts dans les réseaux puis aller porter ces demandes-là, puis avoir un impact. Ça, c'est peut-être plus difficile. Et comme disait tout à l'heure Carole, l'hôpital Notre-Dame elle-même n'a pas daigné consulter les personnes de son département de psychiatrie pour faire le réaménagement de son département. Il n'y a aucune personne du département de psychiatrie qui a été consultée par l'hôpital Notre-Dame. Ils ont consulté des firmes externes, puis le propre personnel. Donc, ça fait partie, nous autres, des recommandations que l'hôpital Notre-Dame, que le CIUS, dans le fond, il parle à son monde, qu'il consulte tout son monde, qu'il y ait des formulaires d'évaluation de satisfaction continue auprès des gens pour que les gens puissent exprimer leur insatisfaction sur le service. Puis j'espère que ça va se faire dans le futur. Hein. Tu sais, Carole, comme personne utilisatrice, là, quand elle était à consultation de Notre-Dame, ils l'ont envoyé promener. Là. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont maltraité parce qu'il disait qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait. Voyons donc, c'est une personne utilisatrice, elle ne sait pas de quoi elle parle. Ça montre qu'il faut travailler fort pour avoir une communication plus d'égal à égal dans ce système-là, là, puis on ne lâchera pas. Gabriel, qui veut intervenir? Oui. Moi, ce que je ne digère pas, c'est le fait que nous autres, mettons, ici en Montérégie, on a le 6 centres qui collaborent avec nous. Le 6Est puis le 6 Ouest veulent quasiment rien savoir. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas uniformisés. Parce que chaque 6, c'est le même principe que les autres. Là. Il n'y en a pas un qui est différent. Ils font les mêmes services. Je me demande pourquoi ils ne sont pas contraints de faire ça partout au Québec. Puis, je trouve ça vraiment déplorable qu'on est supposé d'avancer, on est supposé d'évoluer. Ce n'est pas l'impression que j'ai. Vous, à Montréal, vous êtes quand même une grande agglomération. Une grande agglomération de 3 millions de personnes. Je trouve ça inconcevable là, que vous n'ayez pas, comme nous à Montérégie, là, au moins, on a un 6 centres qui nous écoutent. Je ne comprends pas ça pour une grosse agglomération comme Montréal, que ça arrive comme ça. Tu sais, la participation citoyenne, l'implication des personnes qui utilisent des services, c'est reconnu comme dans les bonnes pratiques par l'Organisation mondiale de la santé, puis par le gouvernement du Québec aussi. Il a fait un plan. Participation, sauf qu'il n'en fait pas le suivi. Il ne s'assure pas que dans chacune des régions du Québec, dans chacun des CIUS, il y a une pratique de participation citoyenne, qu'on soutienne la participation. C'est ça. Il y a, malheureusement, on est comme dans un double monde. Là. Il y a des orientations, puis on dirait que ceux qui écrivent, ils n'y croient pas. C'est un peu merdique. C'est un peu merdique. Puis on est tous poignés chacun notre tour là, dans ces engrenages-là. J'écoutais François Winter de Chaudière-Appalaches disait que ça a changé de direction dans son secteur, puis ils ont perdu eux autres aussi le subvention pour la participation citoyenne. Il s'agit qu'un directeur change, puis
les pratiques sont plus les mêmes. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Il y a Marité qui a la main levée. Oui, bien, c'était super intéressant. Ghislain, merci énormément à toi et à Carole aussi pour votre belle présentation. J'ai une question puis peut-être un commentaire, là. Peut-être que je pourrais commencer par le commentaire. Tiens. En fait, tu sais, c'est parce que qu'est-ce que tu disais là, par rapport à comment ils ont traité Carole, puis comment, tu sais, avoir des voix un peu dissidentes ou un peu, tu sais, qui ne sont pas tout le temps en train d'encenser qu'est-ce qu'ils font, comment pour eux c'est dérangeant, tu sais. On a fait une entrevue là, pour le mois de la parole collective avec le chercheur Baptiste Gaudry. Puis justement, il en parle dedans de cette situation-là. C'est vraiment super intéressant. Là. Lui, il dit qu'en fait, tu sais, démocratie, c'est pas juste d'avoir des voix qui, justement, là, te disent tout le temps « Ah, t'es bon », puis ils continuent comme ça. C'est aussi d'entendre des voix dissidentes parce qu'elles aussi ont de quoi à dire. Puis, en tout cas, fait que je vous recommande d'aller chercher ce texte-là parce que c'est super, super intéressant. Où on peut le trouver, Marité? Ah, ben, tu sais, je vais te mettre l'adresse ici, là, sur le chat. Je suis en train de taper, là, excusez. OK. Fait que vous devrez... Ah non, je pense que c'est documentation 2021. J'ai fait une faute. C'est correct. OK, c'est parolecollective.org. Oui, c'est 2021, je me suis trompée. Ah, il y a... Je voulais vous dire ce qu'on a fait au GAR. Ce n'est pas quelque chose de gros, puis ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il s'agit qu'il y ait une bonne personne qui prend des notes, par exemple. C'est important de prendre des notes. Mais vous avez vu les questions qu'on a posées, ce n'était pas compliqué, là. 4 questions. Puis à partir des questions, les gens, ils partent, puis ils jasent, puis ils se disent des tonnes d'affaires. Puis l'autre, dit moi aussi. Puis avec cette parole-là, après ça, on la diffuse. Puis c'est ça. L'important, c'est qu'on ait quelques petites entrées dans le réseau, là, mais juste pour les gens aussi qui participent et qui communiquent ces affaires-là, savoir que leur parole peut se retrouver devant un décideur, je pense que ça peut être important aussi, là. Les gens ont souvent l'impression que ce qu'ils disent n'a aucune valeur, sont trop loin du pouvoir. Hein? Ça donne quoi me plaindre? Ça ne changera rien. Mais je pense, on peut donner un coup de main, là, donner de l'espoir aux gens. Je pense que c'est ça le sens de la parole collective aussi. Hein? Oui, tout à fait. Puis pendant que tu parlais de tes 4 questions, justement, c'était ça ma question. C'était comment ça avait été choisi de choisir les deux thèmes, là, le thème de la stigmatisation puis le thème, l'autre, là, voyons, les droits, oui. On a puisé dans les 5 éléments du plan sur la primauté de la personne. Il y avait les proches et l'entourage, c'était pas vraiment nous autres. Il y avait la participation citoyenne. On est capable d'en parler, mais on voudrait que les gens nous parlent d'eux autres, de ce qu'ils vivent dans le réseau. Donc, on est allé dans des questions peut-être plus concrètes de ce que le monde vit au quotidien. S'ils vivent de la maltraitance, ils vont avoir l'occasion de le dire. S'ils ont des mauvaises... le but, c'était de se rapprocher le plus possible des préoccupations des personnes. C'est ça. Je vais laisser la parole à Marc. Diane t'a parlé tantôt, qu'on va laisser Marc, vu que c'est sa première intervention. Je vais aller à toi après, OK? OK. Merci, merci Ghislain, pour votre présentation et Carole aussi. J'ai bien hâte de lire les documents plus tard. Juste pour ajouter quelque chose un peu positif de ce qui est possible, notre groupe citoyen a été choyé d'être invité à visiter un hôpital à Ottawa, l'hôpital Montfort, on l'a visité en novembre 2019, avant la pandémie. Et on l'a visité parce qu'ils ont entièrement refait leur département psychiatrie. On était comme
mind blown, les yeux ouverts en voyant ce qu'ils ont fait avec le même budget de ce que nous autres au sud-ouest de l'île. On a un département de psychiatrie à l'hôpital Lakeshore. Avec le même budget, ils ont fait des choses incroyables. Même, on était 2 personnes, moi et Sarah, du groupe citoyen de l'ouest de l'île. On a été invités par un de nos organismes communautaires pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui est possible avec, s'il y a, en anglais, on dit, where there's a will, there's a way. S'il y a une volonté, il y a une façon de le faire. Absolument incroyable ce qu'ils ont fait. Même mon collègue Sarah a dit, si je tombe malade encore, je veux aller à Ottawa pour être hospitalisé. C'est possible, mais c'est très difficile à faire la différence. Oui, je pense qu'il y a la volonté, le désir à faire des changements, mais je pense que en anglais, on dit le red tape, souvent ça casse les choses, le désir, mais en regardant ce qu'ils ont fait à Ottawa, c'est possible et ça fait une grande différence. Le comité, quand on s'est rencontré là, ça inclut tout. Psychiatre, infirmière, intervenant, père aidant, client, gérant, directrice, général, exécutif, de tout niveau. Tous niveaux sont tout impliqués dans les décisions à comment gérer le département, quels changements sont nécessaires à faire. Et ça fait une grande différence pour eux autres. Comment c'est ça en français? Le rate, l'hospitalisation, la fréquence d'hospitalisation est tellement réduite. Le temps d'hospitalisation est réduit, mais juste pour dire que c'est possible. Je sais qu'à Montréal et à Québec, on a des enjeux différents, mais j'étais tellement intéressé de voir qu'est-ce qui est possible et je souhaite qu'on peut le faire quelque chose ici à Québec. Mais, et comme Sylvain, tu as dit, à Montréal, on a des enjeux aussi, on est très grand. Il y a un banc de clients partenaires, un énorme banc de personnes disponibles, mais c'est difficile des fois à faire des changements avec la grandeur de ce qu'on a, mais je pense que c'est toujours possible. Merci. Merci, Marc. Diane, tu voulais parler? Oui, Ghislain, un peu plus tôt, tu as parlé de 3 groupes. Je ne sais pas, le rendu là, si je t'accatche, 3 groupes. Si je parle de 3 groupes, c'est probablement des groupes citoyens liés à la représentation des personnes utilisatrices. Oui. Nous, Action Autonomie, on a aidé à structurer 3 groupes. Il y en avait 4, maintenant il n'y en a que 3. Il y a le GAR, qui est dans le centre-sud de Montréal. Il y a le GARP, qui est dans le secteur de la Petite Patrie, Villeray, la Petite Patrie, c'est dans le cœur de Montréal. C'est un groupe citoyen différent. Et il y a le CEPAC, qui est dans Annecy, Montréal-Nord, qui est dans le nord de Montréal, qui lui aussi réunit des personnes utilisatrices. Ils se voient une fois par mois et ils font des représentations dans leur SUS pour l'avancement des pratiques en santé mentale. Ghislain, moi, je voulais changer de psychiatre, puis j'ai pris l'initiative d'aller voir Action Autonomie, qui m'a référé à Prise 2. Est-ce que ça te dit quelque chose, Prise 2? Moi, je voyais beaucoup de gens qui s'œuvraient et qui avaient l'air assez contents. Je veux dire, c'était un organisme. Sur certains, tu ne trouveras pas de psychiatre à Prise 2. Tu parlais de changer de psychiatre. Si on t'a envoyé à Prise 2, c'est pas pour trouver un psychiatre. J'ai vite appris que je ne changerais pas de psychiatre avec eux autres. Fait que j'ai arrêté mes démarches de Longueuil à Montréal. Oui, Prise 2, c'est une belle ressource. Il y a une ressource alternative en santé mentale qui ont énormément de programmes. C'est une grosse ressource. Ouais. Et ils ont vraiment, je dirais, des pratiques alternatives aussi. Ils s'intéressent à plusieurs aspects, dont la gamme, la gestion autonome de la médication. Est-ce que vous êtes touché? C'est une bonne référence qu'on t'a faite. Oui.
Moi, je fréquente Prise 2, Diane, depuis longtemps. C'est un centre alternatif de traitement. Puis pour les questions de droit, pour les personnes de Montréal, ils sont référés à Action Autonomie. Parce que Prise 2 respecte les droits, mais leur mandat, c'est de traiter des personnes, c'est pas de les accompagner dans leurs droits. C'est Action Autonomie qui fait ça à Montréal. De traiter des personnes. Il y a des psychothérapeutes, il y a des intervenants. C'est un centre alternatif de traitement, oui. Mon Ben, Dieu, il y a beaucoup d'ateliers alternatifs. Là. Il y a la gamme dont parlait la gestion autonome de la médication. Il y a des ateliers de yoga. Il y a toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'ateliers. Puis ils ont une programmation sur Zoom aussi. Si tu vas voir Prise 2, oui, tu vas pouvoir aller chercher la programmation. Puis il y a des trucs sur Zoom si jamais ça t'intéresse de participer. oui. Alors, on manque tellement de ressources alternatives. Quand on t'écoute, là, puis je l'ai vu fonctionner, moi, puis je trouvais ça beau. Alors, on manque tellement de ressources alternatives. Merci beaucoup. Merci, Ghislain. Oui, c'est ça. Dans notre présentation, on a fait un petit détour, un petit tour du côté de ce qu'on appelle le masquage diagnostique. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein, on nie nos problèmes physiques, puis on nous envoie en psychiatrie. Je vous inviterai, il va y avoir une présentation le 28 septembre prochain à 1h30. Une présentation sur le thème du masquage diagnostique. Alors, on va avoir l'occasion de vous présenter une magnifique vidéo qui a été produite par une membre d'Action Autonomie qui est vidéaste, qui s'appelle Marie-Hélène Panisset et qui a été nominée 2 fois aux Oscars d'ailleurs, qu'elle a accompagné une trentaine de membres de ressources alternatives en santé mentale à Montréal pour produire une vidéo de sensibilisation sur le masquage diagnostique. Alors, on va vous présenter presque en première cette vidéo-là, qui n'est pas longue, c'est sensibilisation, c'est 8 minutes, là, mais on va vous présenter ça le 28, puis on va prendre le temps aussi de jaser de cette problématique-là, parce qu'on a des troubles de santé mentale, de ne pas pouvoir avoir accès à des soins physiques adéquats. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire sur le site du Bois de la parole collective. Je ne sais pas si c'est le temps, mais Francine va intervenir. Je vais te laisser un mot. Carole veut dire un mot à la fin aussi. Oui, Francine? Je dis que c'est une excellente... c'est excellent, votre présentation, Carole et Ghislain. Moi, ça m'a mis... Je suis en colère. Je suis en colère face à ce que j'ai entendu avec leurs plantes. Et puis, ils pensent KE. T'as beau, ça fait combien d'années que les gens essayent de travailler fort pour les sensibiliser. On dirait que plus ça va, moins ils le sont, plus ils rient nous autres. C'est comme ça que je le sens. En tout cas, félicitations, Carole, puis Ghislain, puis tous ceux qui participent à ça. Merci, parce que il va falloir donner un gros coup de poing quelque part. Parce que, je ne sais pas, des fois j'ai envie de les brasser, de dire ayez du cœur, ayez du cœur, ayez du cœur. C'est ça qui leur manque. Lâchez l'argent un peu, puis ayez du cœur, bon sang. Vos petits conforts, je suis tannée de leurs petits conforts. Ils sont je l'ai écrit, ils sont nos employés, puis ils se comportent comme des rois et des reines. J'en reviens pas. Excusez-moi, mais c'est ça que je pense. Félicitations. Merci, Francine. Merci. Carole, veux-tu y aller? Yes. Je voulais juste dire, là, je vais mélanger du je, nous, on. Fait que, là, je voulais juste dire en premier lieu, merci infiniment, Ghislain, de m'avoir demandé pour co-animer avec toi la présentation du GAR.
parce que c'était difficile pour moi parce que je déménageais dans les Laurentides, donc j'ai dû quitter le Gard. Fait que émotionnellement, c'était difficile pour moi de partir parce que ça m'a tellement apporté. C'était une belle expérience, tout ça. Puis c'était un dur deuil de partir du Gard. Mais je voulais dire aussi que le fait d'entendre, de revoir encore les consultations, même si j'étais là, des relire puis des réentendre ça, c'est venu me chercher encore une fois parce que quand on. C'est quelque chose au début, quand on vit une détresse psychologique, on est un peu dans le déni parce que là, on ne sait pas ce qui se passe, puis tout ça. Puis après ça, fait que là, on est pas mal dans le jeu. Puis après ça, on se sent seul au monde à vivre ça. Puis quand on arrive comme ça à des consultations, on se rend compte qu'il y a un nous, puis qu'on n'est pas tout seul. Puis que, ça fait une force quand même. C'est dommage que ce soit la souffrance qu'on entend, puis que ce soit ça qui nous relie. Mais en même temps, c'est comme un peu sécurisant. Tu sais, hey, je suis pas tout seul. Puis de réentendre encore ces souffrances-là, tout ça me touche, ça me bouleverse. Mais en même temps, c'est ça qui me donne du gaz de dire, hey, si je peux faire quelque chose pour apporter un changement, pour une parole, un geste, entraîner quelqu'un, fait que là, le jeu, on nous, j'ai de la misère à accepter le jeu, mais ça fait partie de tout ça, puis c'est important, puis j'avais envie de vous le partager parce que ça l'a apporté beaucoup à moi, mais dans le jeu, puis dans le nous, puis dans le on aussi. Fait que un gros merci d'avoir fait cette présentation-là, de m'avoir invité, puis merci aussi au gars de tout ce que ça m'a apporté, puis de ce beau sentiment-là. Puis merci de votre écoute. Merci beaucoup, Francine, aussi. Fait que merci. Voilà. Merci, Carole. Merci, Ghislain. Il y a Julie Denise. Brièvement, Julie Denise, il nous reste 2-3 minutes. Ouvre ton micro. Oui, c'est parce qu'il y a l'affaire de la chambre, là, quand tu vas visiter tes chambres, il faudrait que ça soit la demande du patient. Il faudrait qu'il y ait une formule puis une fonctionnalité. Parce que le système, c'est une fonctionnalité. Hein, dans le réseau, les services, je ne parle pas de tout le système, c'est toutes les tables de concertation, les groupes locaux, tous les groupes communautaires, tout ça. Mais dans les services, il y a des fonctionnalités. Puis là-dessus, le patient, comme tu dis, les informations, c'est pas toujours clair des services. Fait que les fonctionnalités, c'est pas sûr que ça fait l'affaire du patient. Puis c'est pas sûr que le patient, il retrouve son jeu, puis qu'il y a de la place aussi à faire des choses pour lui, puis à faire des choix, puis à se connecter à des réalités pour changer des choses. Comme Francine a dit, l'évolution, c'est pas nécessairement le progrès. Fait que l'individu, la structure, puis le collectif, je pense qu'il faudrait avoir des savoirs transversaux, que le patient, ça ne sera pas un symptôme. Moi, quand j'étais en stage, j'ai regardé tout ce que les infirmières faisaient, tout le guide de formation. Ils ont des beaux thèmes, ils sont beaucoup axés sur l'humanisation et tout ça, mais c'est beaucoup des symptômes. Puis là-dessus, la réponse, c'est le DSM. Fait que là, patient ou maladie ou personne, ça devient un symptôme. Puis là, il y a un médicament. Donc là, c'est de l'administration de pilules ou je ne sais pas trop quoi. Puis là, la fonctionnalité, autant dans le système que pour la personne, je pense qu'il y a un problème de fonctionnalité, puis d'écoute, comme on disait aussi. Puis là, le rapport existentiel, puis des savoirs transversaux de lien. Je ne pense pas qu'ils se connectent, là. Ni le patient, ni le réseau, comme Madame, c'est Sarah ou Sandra, Madame Côté, elle disait la table de concertation. Puis je ne pense pas que, je ne me souviens pas de tout ce que vous avez dit au début. Vous avez fait tout un préambule, parce que je ne connais pas votre contexte d'implication, je ne m'en rappelle pas, là. Mais tu sais, en tout cas, il y a des gens affectés. Les gens affectés, il y en a qui ont des fonctionnalités, puis d'autres des problèmes. Fait que là, c'est tout le temps, c'est dénivelé tout. Tu sais, il y a tout le temps des clivages par rapport aux fonctionnalités puis aux problématiques, là, tu sais. Ça se peut pas, là. Il n'y a rien qui se peut là-dedans, là. Par rapport aux besoins, là, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose qui fait qu'on est tout le temps en marge, puis ça sert à tout le temps à rien. Puis tout le monde est impuissant.
puis on ne sait plus quoi faire. Merci beaucoup, Julie Denise. Notre temps serait écoulé. Hey, moi, je vous remercie beaucoup de votre présence quand même. On a passé 1h30 ensemble et plus. Je vous remercie beaucoup de vos questions. Puis j'espère que les petites choses qu'on a faites puissent être utiles pour continuer ces quêtes de solutions-là. Je voulais dire que ce qui nous a aidé beaucoup aussi, c'est que la démarche qu'on a faite, elle est presque conjointe avec le CIUS du Centre-Sud, du moins les gestionnaires côté CLSC, peut-être pas l'hôpital Notre-Dame comme tel, mais on a eu beaucoup de collaboration là, du CIUS Centre-Sud. Puis, ils poussent beaucoup pour apporter des changements. Ils vont-ils se faire, je ne sais pas, mais l'équipe qui est là actuellement, c'est intéressant les progrès qu'on espère faire, là, mais c'est ça. C'est pas de même partout. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Merci, puis une belle fin de semaine. Puis pour certains, on se revoit mardi prochain. Merci beaucoup. Salut. Alors, Merci. Marité, je vais t'envoyer les documents. Parfait, merci. Bye. Bye. Merci.